on va avancer un peu du coup avec ceux qui sont plus ou moins à jour. Euh, Bah, je vous propose par exemple qu'on rajoute deux trois fonctionnels, genre un historique au chat par exemple. Donc en utilisant la base de données, c'est pas mal. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa à faire. Euh, alors donc pour ça, donc on a créé une base de données. Maintenant, on va se connecter avec Mongoose, donc qui est un espèce de driver pour MongoDB un peu plus développé en fait. C'est presque, on pourrait appeler ça un ORM si MongoDB c'était pas déjà quelque chose bah, qui permet de stocker un peu n'importe quoi. Donc, euh, bah, l'idée c'est qu'on va se connecter à notre base, ici, là, au début. On va créer une base de données. Donc on va rajouter une variable qui s'appelle db, qui est euh, alors là je le fais un peu en impro. Euh, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, pardon. Donc, en fait, on va juste se connecter de la façon la plus simple à Mongoose. Donc, c'est comme ça. Donc, pour se connecter, c'est tout simple. On va dans Mongoose. Donc, il va l'inclure tout seul, etc. Ça, c'est une espèce, le underscore là, c'est un tricks pour avoir les méthodes statiques en fait, qui sont normalement accrochées directement à Mongoose en fait, machin. Il y a pas mal de tricks en JavaScript. Il n'y a pas de statique, il y a pas de membres, il n'y a pas de classe. Donc souvent les bibliothèques Node.js, elles sont pas forcément hyper adaptées au côté un peu plus rigide de Axe. Donc on fait des trucs comme ça. Bon là en tout cas pour se connecter à Mongoose c'est ça. Et l'URL bah, ça va être la variable d'environnement que MongoHQ nous a rajouté. En fait c'est assez simple. C'est une variable d'environnement comme le port tout à l'heure. Donc c'est dans js.node.process.env et là on aura la variable qui s'appelle MongoHQ Voilà. C'est Mongolab pour les autres. Bah ça va être ouais tu peux tu peux vérifier en tapant Heroku config voir ce qui t'a sorti un peu. Ouais ça doit être Mongolab URL j'imagine. Peut-être Mongo URL je sais pas. Pour chaque add-on sur Heroku, il y a quand même un petit article pour expliquer comment on l'utilise et tout, donc c'est quand même Hero vachement bien. config. Ouais. Voilà, on va le faire à la sauvage. Hein, Alors, il y a un deuxième paramètre, c'est un callback. C'est quand on est connecté, en fait, il va appeler un callback qui est, je sais plus quelle signature il a d'ailleurs. C'est juste un callback. Euh, non, bon, on fera ça plus tard, on s'en fout en fait. Donc je vais créer une autre classe en fait. Je vais créer une autre classe qui va être un peu le modèle de mon historique de chat. Donc je fais un nouveau fichier et puis je vais l'appeler classe chatlog ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, j'ai créé un chatlog.hx. Alors tout s'appelle chat. Après j'aurais pu faire des packages et des machins comme ça. Bon. On est là, on n'est pas là quand même hein, pour se faire chier non plus. Euh,
Bah voilà, donc en fait, dans ce fichier, il va représenter mes entrées de base de données et un peu mon manager dans l'équivalent un peu SPOD. Donc en Mongoose, on commence toujours par un schéma en fait. Euh, euh, on va créer un schéma avec une définition et des options. Bon, généralement, ce qu'on utilise, c'est plutôt la définition. Donc le schéma, c'est ce qui va. C'est un peu l'équivalent de mes colonnes en MySQL en fait. Je vais lui dire, bah tiens, j'ai besoin de telle et telle donnée. Donc, je vais mettre quoi je vais mettre le nom d'utilisateur. Ça va être une string. Je vais mettre le texte. Ça va être une string aussi. Puis je vais mettre la date. Logique, hein, qui va être une date. Euh, voilà, pour aller vite, si on était en MySQL, on aurait 3 colonnes. Enfin, 4 en vérité, parce qu'en MongoDB, il y a toujours un ID qui existe. Donc j'aurai 4 colonnes, un ID que là j'ai pas besoin de déclarer, mais un ID, un nom d'utilisateur, un texte et une date. Voilà. Euh, bah, le schéma, je vais même en faire une variable, hein, en fait. Comme ça. Euh, Alors voilà, j'ai mon schéma, c'est carrément une variable. C'est la fête. Comment t'as fait l'auto-import CTRL I. Alors ça marche qu'un cas. Normalement, avant ça remplaçait toutes les occurrences, maintenant ça le fait plus. Que veux-tu? Bon. À partir de ce schéma, je vais faire ce qu'ils appellent un modèle. Donc ça va être vraiment la connexion entre une collection. Ce qu'ils appellent une collection à MongoDB, c'est en fait une table. Entre donc une collection et ce schéma en fait, qui est pour l'instant est abstrait quoi. Donc mon modèle, qui va être une variable aussi d'ailleurs. Tu supprimes le var devant le deuxième schéma. Ah oui, c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc mon modèle, ça va être un JSNPM Mongoose. Bah alors. Ah non, c'est pas ça. Si c'est ça. Attends. Ah oui, je suis pas sur le bon, pardon. Hop. Modèle, ça va être même un models. Parce que alors, pareil, bon, les subtilités de JavaScript, en fait, dans MongoDB, en fait, la classe modèle, elle a des espèces de méthodes statiques pour accéder aux trucs, find, get, etc. Pour accéder. Et elle a aussi des méthodes d'instance en fait du genre save pour chaque instance d'objet. C'est une subtilité qui est un peu compliquée à faire dans Axe. Donc voilà, moi j'ai créé une autre classe en fait qui représente vraiment le manager, on va dire. Bon, bref, je, je vais connecter mon schéma à ma base en faisant ceci. En appelant modèle sur mon instance Mongoose là. Donc le nom, ça va être le nom de la collection. Donc je vais mettre chatlog. Et le ouais, c'est libre. Ça correspond vraiment au nom de la collection dans la base en fait. Après, tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre voilà, tu peux mettre Toto, tu peux mettre ce que tu veux. Enfin, il me semble. Bref. Bref, on va pas aller dans des gros délires, mais
Donc voilà, là normalement ça suffit en fait. Donc là du coup dans modèle, bah, je peux accéder à mes machins quoi, à ma base en tout cas. Euh, ah, ah oui alors, euh, apparemment il y a un... Ah oui non, c'est dans modèle, ouais. Bon alors pareil au niveau du typage c'est assez difficile à suivre, mais la classe modèle elle prend un paramètre en fait pour l'instant il vaut mieux utiliser dynamique c'est plus simple. Euh, et là voilà. Donc là, bah, en gros, modèle, c'est mon accès à la base de données, quoi. Donc je peux faire des counts, je peux faire du create, du machin, du find. Donc je vais pouvoir requêter et puis ajouter des éléments à ma base. Mais bon, pour l'heure, ça va suffire. En fait, je vais instancier ça dans mon app, gentiment. Donc je vais lui dire que chatlog. Voilà, je vais faire une petite variable. Et puis dedans, bah, je vais créer voilà, chatlog. Ok. Donc avec ça, je vais pouvoir, parce que pour l'instant tout est privé, mais je vais pouvoir accéder à ma base où je vais rentrer mes petits logs de chat en fait. Enfin, en tout cas l'historique du chat. Donc bah ici, je vais me faire une méthode en fait add, comme ça. Alors évidemment, je pourrais mettre modèle en public pour qu'on puisse aller taper direct dedans et tout, mais bon, c'est pas la meilleure pratique du monde. Donc généralement, enfin, ce que je fais moi en tout cas, c'est voilà, avoir une espèce de classe modèle qui a que certaines méthodes en fait dont j'ai vraiment besoin. Comme ça, je descends pas à un niveau trop bas. Donc je vais mettre un add en fait. Euh, avec ma foi, ouais, je vais mettre dynamique pour l'instant parce qu'après je vais vous refaire le petit truc de je vais typer le machin, ça va être génial. Euh, donc ma fonction add, bah, je vais faire modèle create log. Et là il y a un callback. Ouais. Oui. Donc je crée le truc et puis après j'appelle mon callback. On va faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Je me rappelle jamais trop les signatures, mais bon bref. Bon, là il y a un truc quoi, un truc dont on se fout un peu. C'est-à-dire que ouais le callback il va donner une erreur éventuellement et je crois qu'il renvoie l'élément qui a été créé quoi. Bon, ça doit être un truc comme ça. Voilà ma méthode add. Donc en Node.js, la plupart des méthodes, en fait, surtout celles qui tapent dans une base de données ou qui tapent sur le file system, elles sont asynchrones en fait. C'est-à-dire que euh, si je fais un find, je vais pas faire mes trucs égale find machin quoi. Parce que c'est pas synchrone, je vais faire model find et après je passerai un callback qui sera appelé quand le truc a été trouvé. Donc pour créer, c'est pareil, en fait, je fais créer machin. Donc je vais lui passer un objet qu'il va mettre dans ma base de données. Et ensuite, il va appeler le callback pour dire bon bah c'est créé ou pas. Quoi. Bon, l'erreur, je m'en fous un peu, mais éventuellement là, c'est là où vous allez regarder s'il y a eu une erreur ou pas. On peut voir ça un peu après. Euh, bah, du coup, au niveau de mon appli de chat, bah, je vais rajouter
qui crée un log à chaque fois qu'il reçoit un chat en fait. Je vais faire ça. Du coup, ben, quand il arrive, je vais faire un add et comme valeur, je vais lui passer mon nom d'utilisateur, donc qui est l'ID du socket. Ah, tiens, on va faire comme ça. Le texte, qui est le texte. Et là, je vais rajouter quand même la date, qui est maintenant. Comme je vais être sûr que ça a été rajouté dans la base de données avant de le transmettre aux autres clients, bah, je vais mettre ça dans mon callback en fait après. C'est-à-dire que là, bah, je vais rajouter un callback qui va être appelé une fois que mon enregistrement il a été créé. Et qui va faire ce que ça faisait avant, c'est-à-dire émettre à tous les autres clients mon chat. Voilà. C'est assez clair. Assez. Bah, je vous remonte l'autre classe peut-être si vous n'avez pas. C'est quand même assez simple, voilà, on n'a pas besoin alors. On a plein de commits et... Ah bah ça voilà, ouais, ça tu compiles. Ah, j'espère que ça a marché du premier coup. Hein. Après on. Bah non, ça marche jamais du premier coup. Bah voilà, on compile. On compile les deux trucs, allez, on est des fous. Je commit tout avec un message. J'ai rajouté le log. Je push. Bah là pour l'instant, évidemment, on va pas voir grand chose, c'est logique. Puisqu'en fait, ça fait que enregistrer des chats. Bah, pendant que ça se fout en ligne, bah, l'étape suivante, c'est que mes historiques de chat, je vais vouloir les afficher. Quoi. Bah, du coup, sur ma page index, donc qui est la page. J'ai pas la coloration pour Java, donc c'est un peu sec. Mais ça, c'est ma page de chat qu'on voyait tout à l'heure. Qu'on voyait. Ouais, alors je vais la mettre en ligne quand même. Ça, c'est ma page de chat. Donc j'ai mon formulaire avec mon input texte et mon bouton. Puis après, j'ai des messages. Mais bon, c'est un div qui est vide, qui va être rempli par JavaScript quand il y a des messages de chat qui arrivent. Bah, moi, ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir les messages là directement, en fait. D'avoir un tableau avec tous mes messages et de faire une boucle pour les afficher, quoi. Ça serait pas mal parce que comme ça, quand j'arriverai sur la page, bah, j'aurais pas rien, j'aurais ce qui s'est passé avant, en fait, comme chat. Donc, ça serait pas mal. Donc, alors il a fini, ouais, il est passé. Donc là, a priori, bah voilà, donc c'est passé en ligne et tout. Donc si je tape des trucs, bah, déjà là, ça marche pas. Ouais, pourtant, il n'y a pas trop l'air d'y avoir de problème. Ah si, bah voilà, ça il est arrivé. C'est vrai que c'est un peu lent. Je sais pas pourquoi ça le dit. Si, voilà. Donc là c'est pas mal parce que je suis à peu près sûr qu'il se passe à peu près le bon truc parce que si je reçois le message, c'est qu'il a été enregistré dans la base en fait.
ou en tout cas que ça a fini de l'enregistrer. Alors j'ai quand même un peu oublié un truc, c'est que la dernière fois on avait mis la couleur, parce qu'on trouvait ça marrant, donc on avait rajouté la couleur, donc je vais la rajouter dans mon schéma, parce que comme ça j'aurai la bonne couleur même dans le log. Donc je vais rajouter juste color dans mon schéma. Et puis à l'enregistrement, je vais enregistrer la couleur. Bon voilà, j'ai même pas besoin de tester parce que bon, voilà, c'est rouge à chaque fois, donc je rajoute du rouge. Si un jour, dans l'appli, je fais en sorte qu'on puisse changer de couleur, bah, hop, j'aurais qu'à changer là en fait. Donc voilà pour afficher le chat maintenant, l'historique en tout cas. Ça va se passer là en fait, dans cette fonction qui est en fait, c'est là qu'on passe quand on affiche la page en fait. Donc c'est là que je vais vouloir récupérer tous mes chats précédents et les passer à mon template index pour qu'il les affiche en fait. Donc bah, c'est assez simple. Dans mon petit truc de base de données, je vais faire une fonction history, on va dire, avec un callback qui va juste faire find, qui va juste faire un find dans ma base de données, c'est-à-dire l'équivalent d'un select en MySQL, qui va en tout cas me trouver tous les enregistrements que j'ai dans ma base. Donc en vérité, là, la signature qui m'affiche, c'est qu'une des signatures, parce qu'il y a beaucoup de signatures. Généralement, c'est condition, ensuite champ, c'est-à-dire qu'on peut avoir certains champs seulement qui sont retournés et pas les autres. Par exemple, je pourrais vouloir que les noms d'utilisateurs ou quoi. Et souvent, il y a un ordre aussi. Mais on peut aussi enchaîner les méthodes, parce que le callback est pas obligatoire. Donc, si je veux faire qu'un find tout simple, sans condition, je peux faire comme ça en fait. Il y aura peut-être une erreur, et en tout cas, j'aurai des logs. Ou peut-être pas d'ailleurs. Donc si j'exécute ça, en fait, une fois qu'il m'aura fait ma requête, il va me retourner une erreur éventuelle, s'il n'arrive pas à se connecter ou autre. Mais si erreur est nulle, bah, ça veut dire qu'il m'aura retourné un tableau avec des logs. Donc avec un tableau avec des éléments qui ont ces trucs-là. Ça, c'est la façon simple, mais moi, en fait, je veux les classer. Je veux les classer par date. Et pour ça, alors bon, je pourrais rajouter des paramètres en plus là, mais généralement, le plus simple et le plus propre, c'est d'enchaîner, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme en jQuery. On peut... Enfin, ça crée une requête, et ensuite, elle se retourne toujours un peu elle-même, en fait. Donc là, je peux rajouter des conditions du genre un ordre, sort. Alors là, je peux même mettre juste comme ça, je crois. Je vais faire par date. Ouais, par date. Voilà. Et ensuite, j'exécute. Et j'ai un callback avec des logs. Donc je fais un find sans condition, donc il va me prendre tous les chats. Je pourrais par exemple filtrer par user ou autre, hein, ou avoir que les chats d'une certaine couleur, etc. Je les trie par date, et ensuite bah, ça va les passer dans cette fonction-là. Tu peux spécifier une méthode de tri pour tout ça?
Pardon? Tu peux spécifier une méthode de tri pour ton sort? Alors, sort, ouais, alors après, il faut regarder les docs de Mongoose. Parce que, ouais, il y a plein de tricks. Alors, c'est toujours pareil, c'est que je crois qu'on peut même passer une fonction, en fait. Euh, euh, ouais, non, quand même pas, mais. Bon, enfin, tu peux passer plusieurs champs, là, comme ça. D'accord. Descendant, ascendant, tout ça. On va la doc, quoi. Ouais, voilà, bah, après, la doc, je suis pas une doc vivante. Euh, donc en tout cas, bon bah comme à la fin j'arrive là et puis que j'ai mes logs, bah, je vais faire un callback. Alors la gestion d'erreur, je vous la passe, hein, mais la plupart du temps en fait, vous voulez quand même ici checker du. Alors là, je vais faire callback log, mais la plupart du temps, vous voulez quand même faire un truc du genre if error not égale à nul. Vous tracez l'erreur dans la console et puis vous faites callback avec rien. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus basique de la Terre. C'est-à-dire que c'est pas la gestion d'erreur la plus élaborée et la plus fine qui soit, mais euh, ça arrive quand même assez souvent en fait. La plupart des callbacks sont faits comme ça en Node.js en fait, c'est un peu une convention. Donc souvent c'est quand même pas mal de gérer un minimum cette erreur-là en fait si elle existe, parce que ben si vous la gérez pas à ce moment-là et que vous partez du principe que logs c'est un tableau, ça peut vous jouer des tours en fait, parce que si ça l'est pas, bah, bon, après ça va bugger ailleurs et ça peut même carrément planter votre app, donc ce serait un peu dommage. Mais bref, là on va partir du principe que la plupart du temps, bon, ça fonctionne. Donc là maintenant que j'ai ma méthode, bah, il me suffit simplement de. Alors ça servait à rien. Euh, de récupérer dans chatlog l'historique. Ah, il n'a pas l'air content. Pourquoi il n'est pas content? Je vais compiler un coup parce que. Ah si, il est content. Bon. Parfois, quand il y a trop de callback, en fait, l'autocomplétion fonctionne plus très bien, en fait. Mais bref, je sais que ma méthode history, en fait, elle prend un callback qui aura les logs. Voilà. Euh, donc, quand j'arrive sur ma page d'index de base, je vais récupérer l'historique qui va m'arriver là. Et ensuite, je vais faire un render de l'index en lui passant quand même bah, mes logs. Donc, je vais mettre message de point logs. C'est pareil, le nommage, je passe vite pour aujourd'hui, mais c'est un vaste sujet. Pourquoi je l'appelle log à un endroit et message à un autre, on ne saura jamais. C'est mal, mais bon, c'est la vie. Donc, donc voilà, maintenant dans mon template, en fait, j'ai normalement, si Dieu le veut, j'ai un tableau avec mes anciens logs d'avant. Tu peux remettre le template peut-être? Ouais, et ben justement, parce que de toute façon, j'allais le modifier. Alors c'est un peu chiant parce que du coup. Ah zut. Euh, J'aimerais bien installer le truc Jade. Parce que là, c'est quand même pas beau. Ok. Voilà. Ah yes. Ah, c'est beau. Bon alors, c'est pareil, la dernière fois on m'a dit ah mais ouais mais Jade ça prend aussi la tête et tout. Bon, bref, c'est vrai que ça prend un peu la tête, mais en même temps c'est vite fait à écrire. Et c'est vraiment pas mal. Donc tout ce que vous avez à savoir c'est que c'est un peu comme Python, c'est-à-dire que ça marche à l'indentation. Donc ça et dans ça et dans ça et dans ça. Ceux qui sont au même niveau, ils sont au même niveau dans le DOM. Et la syntaxe, elle fait penser quand même beaucoup à des sélecteurs CSS en fait. Euh, bon, sauf que là, c'est des parenthèses, etc. Mais donc c'est quand même hyper concis et hyper bien fait. Donc là, bah,
Euh, je me rappelle plus la... Pour faire une boucle. Allez, tiens. Bon, ok. Bon, du coup, je regarde un coup le truc. Ouais, non, mais c'est pas ça. Voilà, c'est each. Bon, bref. Donc là, je vais faire each. Each, allez, tiens, je vais le rappeler log pour délirer. Dans message. Donc là, je vais faire une boucle dans message et j'aurai chaque élément. Et chaque élément, ben, je vais le mettre div. Alors là, c'était dans le client que je construisais ça là. Donc je vais reprendre le même. C'est pas une très bonne pratique, mais bon. Pour l'instant, ce serait un peu compliqué de faire autrement. Donc ce que je veux, c'est ça à chaque fois, parce que ça, c'est ce qui est généré par le JavaScript quand vraiment on est en temps réel. Donc là, je vais faire l'équivalent. Je vais faire div avec la couleur, la bonne couleur. Donc log color. Et dedans, je vais avoir un B avec le nom d'utilisateur dedans. Et puis, bah tiens, je vais mettre un span. Ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, je fais une boucle dans message. Je récupère des logs. Et dans mes logs, j'ai une couleur que je mets en style. J'ai un nom d'utilisateur et j'ai un texte. Le égal, c'est pour dire que ça, c'est dynamique en fait. C'est pas juste du texte. Voilà. Donc là, normalement, si je compile ça et tout le bazar et que je le mets en ligne, bah, je vais avoir mon petit historique de chat, quoi. Donc, je vais faire ça. Avec un peu de pause, ça marche du premier coup. La chance, c'est important dans la vie. Surtout dans le métier qu'on fait. Voilà. Et bon, ça change. En attendant, tu peux peux montrer montrer les. Ouais. Et moi, j'ai un problème avec les ports, celui qui n'arrive pas à binder les. Pardon? Il n'arrive pas à binder le port, visiblement. Donc, le truc, la variable d'environnement des robots. Pour le port, Ouais. là, ici, hein. Ici, hein. Bah, lui non plus, ça démarre pas son truc. Ah, ça y est? Ouais. Ah, yeah. C'était quoi, alors? J'ai tapé l'erreur qui il faut juste passer paramètres. Ouais. Sur le Ah ouais, côté, ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas eu à le faire. Mais je sais pas. Attends, hop. Bon, bah voilà, il est passé, donc j'espère que ça marche. Alors ça marche sauf la couleur, a priori, mais non, mais c'est pas mal. Donc voilà, je tape des trucs, c'est super. Ouais. Voilà. Et quand je recharge, ben hop. History. Ah si, mais sauf que j'avais pas la couleur au début. Ah oui, je peux enregistrer la couleur. Donc voilà, on a Premier un coup. chat qui fonctionne Premier et coup. tout du premier coup, incroyable, incroyable. Bon, alors, évidemment, là, ça ressemble à rien, bon, voilà, mais vous voyez l'idée, donc je sais pas, c'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que
Est-ce que vous avez envie de faire des trucs en peut gérer les particulier, qu'on émoticônes. revienne sur des trucs? Quoi? Faut gérer les émoticônes. Ouais, les émoticônes. Non, mais déjà, non, il y a un truc qui me tracasse quand même pas mal, c'est que ça efface pas le texte quand on le rentre. Donc ça, c'est quand même chiant. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux quand même. Oui, voilà, bon, je vais faire en sorte que ça, je fais juste en sorte que ça envoie pas du texte vide, et aussi que ça envoie pas du texte vide, et aussi que ça efface le texte dans l'input quand on tape sur. Rappelez-moi que Quand le on- underscore dans le callback du submit, là, c'est quoi? Ah ben c'est parce que tu sais, là normalement il y a un event. D'accord. En fait, l'event je m'en fous. Donc c'est une variable. C'est une variable qui doit être là, mais qui est inutilisée en fait, c'est tout. Un dev. Alors que là, si je mettais E, j'ai des bordels dans E voilà. C'est un event jQuery, quoi. C'est juste pour dire que t'en fous. Voilà, c'est ça. C'est pour le dire clairement. Donc si je recompile tout là et tout, voilà, ben, je sais pas moi trop quoi vous dire après, parce que parce que voilà, bah, à partir de là, vous pouvez faire plein de trucs hyper marrants. Je sais pas, enregistrer un cookie avec le nom de l'utilisateur, changer la couleur, mettre un autre input pour la couleur, je sais pas. Tout ce qui peut vous passer par la tête, je sais pas moi. Voilà. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai plus grand chose à raconter à part rajouter une fonctionnalité à la con à ce truc qui sert à rien. Voilà. Des questions peut-être du coup? Vous voulez qu'on revienne peut-être sur des trucs pas clairs ou... Tu peux revenir sur le fichier. Je vais peut-être Chatlog. commiter tout ça et puis comme ça... Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, Chatlog. Moi, j'aurais une question sur le niveau là. Quand on fait schéma égale new schéma, ça crée les champs. C'est l'équivalent d'un créa de table. Alors non, ça fait rien. Ça fait juste un schéma, c'est-à-dire... c'est que pour l'instant, à ce niveau-là, en fait, c'est pas encore connecté à la base de données, mais ça dit qu'effectivement, ça crée un schéma, c'est-à-dire une table imaginaire, en fait, où il va y avoir ces colonnes-là. Après, le schéma, c'est assez puissant parce que vous pouvez, par exemple, ajouter des événements dessus. Alors, je sais plus trop comment, mais... Ah voilà. Avec les schémas, par exemple, vous pouvez rajouter un callback à chaque fois qu'il y a un save. Donc c'est quand même pas mal parce que c'est vraiment une façon d'avoir un objet qui est abstrait en fait et qui a quand même un peu de logique métier à l'intérieur en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, si je voulais faire de la validation ou autre, je le mettrais pas en post d'ailleurs, mais plutôt en pré. Après, il y a des méthodes particulières pour la validation, etc. Donc, c'est vraiment le côté schéma, c'est le côté abstrait, en fait, presque typé, en fait. Voilà. Et par contre, le modèle, c'est là où vraiment ça se connecte à la base de données, en fait. Là, je lui dis de se connecter avec l'instance de Mongoose par défaut. Parce qu'on peut en avoir plusieurs dans une app aussi, avec plusieurs bases de données et tout. Je lui donne un nom et je lui donne un schéma, quoi. C'est là vraiment que ça se connecte. Et la première fois, ça va créer donc, des données. Donc, si on les écrit, par exemple. En fait, le truc, c'est que MongoDB, c'est un peu ça l'intérêt, c'est que il n'y a pas besoin de création explicite d'une collection, en fait. Quand on se connecte à une table, il la crée tout seul, en fait. Et puis, quand on rajoute un truc dedans,
il s'en fout de ce qu'on rajoute, il le rajoute. Maintenant, du coup, avec Mongoose, en fait, y a quand même une couche qui dit que si par exemple là je rajoute un champ qui a rien à y faire, genre Toto, il va pas me le mettre dans ma base. Donc lui il va quand même un peu faire de la validation et tout ça et du nettoyage en fait. Donc, Et si je veux insérer un champ, justement, alors vous le rajoutez là, puis c'est tout en fait. Ah oui, il faut le rajouter Oui, dans voilà. le schéma. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais. Et, mais lui de son côté en fait il fait pas. C'est vrai que les ORM MySQL, ces gens il va aller regarder, enfin moi j'en ai un qui fait ça en tout cas, il va aller regarder les champs qu'il y a, les changer s'il faut, les rajouter, les enlever, c'est un gros délire quoi. Alors que là en fait comme on peut rentrer n'importe quoi dans une base de données MongoDB, tout ça ça se passe au niveau de l'appli en fait. C'est-à-dire que le schéma c'est un schéma que pour nous en fait. Enfin, que pour Node.js en fait. Voilà. Mais une fois que je l'ai associé à Chatlog, par exemple, tous les programmes doivent utiliser Chatlog ou Chatlog c'est un truc qui n'a pas d'importance totalement. C'est-à-dire le nom. Oui, le nom, oui. Ouais, si le nom il a de Il est l'importance. important. Ouais. Si un autre programme. C'est le nom de la table. C'est le nom de la table, Voilà. on va dire. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Mais quand on développe en fait et qu'on teste, en fait, qu'on change le nombre de paramètres, les noms, etc. En fait, en gros, à chaque fois, il accumule plein de collections et qui sont toutes différentes ou enfin... Encore une fois, les collections en fait, en elles-mêmes, elles n'ont pas de colonnes comme en MySQL en fait. Éventuellement, elles ont des index. Elles ont un index par défaut qui est l'identifiant, l'ID qu'on voit pas là, qu'on n'utilise pas mais qu'on pourrait utiliser. Après, c'est vrai que voilà, si tu changes le nom là, tu mets chatlog 2 et que tu déploies, tu auras toujours l'ancien chatlog d'un côté et le nouveau. Et si on reste sur le même chatlog, mais c'est juste qu'on change le schéma. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et du coup, ce qui arrive, c'est que y a des éléments qui n'ont pas de champ couleur. D'accord. Et puis, tu en as d'autres qui en ont. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on passe en prod, il faut quand même penser à bien clean. Faut éventuellement, oui, c'est vrai que si tu rajoutes des champs, oui, faut soit leur mettre une valeur par défaut, ce qui, je crois, doit être possible au niveau de Mongoose, soit faire un script qui va rajouter des champs par défaut sur tous les machins, etc. Le ID, c'est un peu la clé privée, en fait. L'ID, c'est comme l'ID quand tu es en MySQL, tu as toujours une colonne ID qui est un unique. Là, il n'y a pas d'auto-incrément parce que en fait, les ID, c'est vraiment des hashes assez longs d'ailleurs, qui sont même uniques à travers les collections. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un identifiant unique. Quoi. Et on peut gérer avec les secondaires ou non. Mais après, c'est pas fait pour ça, c'est plus du tout relationnel, donc il n'y a plus d'histoire de double clé unique ou truc comme ça. Quand tu fais le modèle pour le create, tu l'inscris dans la base, c'est ça? Ouais. Donc ça persiste. Ouais. Donc c'est un save. Ouais. Ok. Donc ça aurait déclenché ton événement prêt si tu. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors pourquoi l'événement tu l'as noté save alors que ça s'appelle create parce que save c'est à la fois create et update en fait. C'est souvent comme ça. En fait. Est-ce que save c'est aussi update Ouais. Après, je pense qu'il y a moyen d'avoir des événements spécifiquement sur le create ou sur l'update. Mais on fait un modèle.update, on aurait pu modifier un log. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça l'aurait fait aussi. C'est vraiment pour la validation en fait. C'est si tu commences à mettre. Par exemple, si je voulais valider que c'est une vraie couleur et que c'est pas X2B12, je pourrais le mettre dans pré-save et où que ça se passe. En tout cas, dans mon programme, il vérifierait que c'est bien une couleur. Et tu peux bloquer en fait le save dans le callback Ouais, c'est l'idée. Ouais. Après, il y a plein de fonctions un peu avancées de validation et tout ça sur Mongoose que honnêtement, j'ai pas utilisé beaucoup, mais en fait, par exemple, le schéma, il peut avoir plus de paramètres que ça. Là, ça ressemble vraiment beaucoup à une typedef Axe, mais en vérité, on est bien sur c'est du dynamique en fait avec ça qui est une classe. Donc, il se trouve que ça fonctionne en JavaScript, donc on a un peu du pot et puis ça nous rappelle des typedef, mais en vérité, c'est pas une typedef, c'est un objet. Donc, du coup,
je peux lui mettre par exemple alors, que son type c'est string et que je peux lui mettre d'autres paramètres. Alors là où c'est utile souvent c'est pour faire des relations en fait. C'est-à-dire que là ça va pour des types simples. Si pour date par exemple je peux mettre un chat in, par exemple. Ouais. Alors c'est pareil, je peux pas passer directement la type def parce que là il comprendra pas par contre. Tu vois. Donc, alors effectivement il y a un trick à trouver que j'ai toujours pas trop encore trouvé pour typer tout ce bazar en fait. Parce que on serait tenté effectivement de faire une type def avec ça, Ouais. mais du coup ça serait dupliqué parce que il faudrait quand même cette définition là sous forme d'objet et tout. Donc je travaille un peu sur une macro qui prendrait une type def ou qui prendrait un schéma et qui ferait une type def. C'est un vaste sujet. Mais bref, non, là, il peut y avoir une définition beaucoup plus compliquée. Pour user, notamment, à un certain moment, vous voudrez identifier vos users. Donc, vous aurez un modèle user aussi qui sera déréférencé à la base de données. Et donc, là, vous mettrez type user. Et puis, ref, le nom de la table ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Alors, voilà. Bon. Là, on passe sur plein de sujets en même temps, mais... oui, voilà, donc dans le schéma, vous pouvez mettre des valeurs par défaut, vous pouvez mettre du mini, maximum, etc. Et il va valider un peu tout seul, en fait. Donc c'est assez intéressant, quoi. Vous pouvez mettre aussi un identifiant, enfin un tableau d'identifiant d'objets. Donc là, c'est par exemple pour une liste d'éléments qui seraient dans une autre collection. Vous pouvez mettre des trucs n'importe quoi, mixte. Voilà, c'est quand même ouais, c'est assez puissant en fait. Et comment tu manipules ça, par exemple, pour les updates? Tu te balades avec ton schéma, c'est ça? Et tu crées des nouveaux schémas. Si jamais tu voulais récupérer une donnée, la modifier, l'update sur tes logs. Quoi. Ah, par exemple, ouais, si je fais un truc edit, quoi. Ouais. Là, il faut. Là, c'est un peu comme MySQL en fait. C'est soit tu dis. Soit tu vas faire un find sur l'ID que tu passes dans l'URL par exemple. Donc tu récupères un objet, tu le modifies, tu le saves. Ouais. Parce que tu peux le saver lui-même. Soit tu fais un update atomique sur ta base en fait en disant je veux mettre tel flag à 1 sur tel ID en fait. Tu peux faire les deux. Mais non, généralement c'est quand même plutôt du style. Parce que le find il te renvoie pas un schéma. Non. Schéma. Le find il renvoie des modèles en fait. Donc qui ont des méthodes en fait. Là par exemple les logs. Ouais. C'est-à-dire que les logs ils ont. Si j'en prends un. 0. Ah, les Mac, bordel. Putain. I. Voilà. 0. Donc là, dans log, alors là, c'est dynamique et tout. Donc en fait, moi, le typage sur Mongoose, je suis pas encore hyper trop au point. Mais là, log, tu peux faire log save. Et ça va le save, quoi. Parce que log, c'est un modèle. Ouais, c'est un modèle. C'est pas que un objet tout sec comme ça. C'est un objet avec quelques méthodes, genre save et tout ça. Donc pour récupérer cette donnée, par contre, c'est-à-dire si tu fais log.text, tu récupères le texte. Ouais. Ouais. Et du coup, le modèle, il a des fonctions et des attributs qui sont ce que tu as défini dans le schéma. Il a ces attributs-là, en tout cas. Okay. Plus un tas de méthodes qui sont dans modèle. Donc, si là, je lui dis explicitement que c'est un modèle, il va me les sortir, Inch'Allah. Eh ben non. Ah oui, non, parce qu'il me manque. Hop. Ouais, c'est pareil. C'est-à-dire que, voilà.
Donc voilà, là j'ai des trucs, j'ai du save, j'ai du machin quoi. Il y a pas de dynamique avec le schéma. C'est l'idée, mais en fait pour l'instant c'est pas. Ouais. Il faudrait mettre le schéma sous forme de type def en fait. C'est ça l'idée ultime quoi. Ok. Mais c'est pas évident parce que en fait ils se contiennent pas l'un l'autre, ils s'étendent en fait. Tu vois. C'est-à-dire que ça reviendrait à fusionner un modèle qui est une classe et ce schéma qui est une type def. Ouais. À voir comment je vais faire. Ben voilà. Non, bah après c'est sûr que voilà, il faut alors aussi utile soit l'autocomplétion. Déjà ça marche pas à tous les coups et bon bah rien ne vaut d'aller quand même jeter des coups d'œil à la doc de Mongoose, même si du coup c'est toujours un peu adapté puisque là c'est du JavaScript pur, mais ça vaut quand même de lire la doc. Toi, t'as déjà fait du Mongoose pur ou d'une JS En ligne de commande en fait, mais ouais, non, c'est tout. Ouais, d'accord. Après, D'une JS. le driver MongoDB, il est pas dégueu, et ouais, c'est. Là, c'est vrai que Mongoose, voilà, il gère par exemple les liaisons, les trucs comme ça, donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment une toute petite couche par-dessus en fait, mais qui est quand même vachement utile. Ok. Et t'as déjà fait toi du Node.js pur sur Axe ou pas? Ouais. Et c'est quoi pour toi l'avantage principal de faire il y a la partie package.json qui est généré automatiquement, il y a bien sûr L'intérêt c'est Fortipage. que ça force quand même à avoir les structures en classe et tout ça, c'est quand même beaucoup plus propre, même si c'est une contrainte quoi. Et puis ouais, il y a le typage, l'autocomplétion. Enfin, encore une fois, même si ça marche pas à tous les coups, c'est vrai que quand ça marche, t'es content quoi, parce qu'en JavaScript c'est un peu sec. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas un sujet Remonte qui... en haut du fichier, juste un truc. Ouais. Hop. Tout en haut. Attends. Ah ouais, c'est déjà tout en haut. Okay. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, des trucs. Tu peux push. Ouais, ah bah oui, push, ce serait cool. Bah oui. Voilà. Ouais. Attends. Par contre, du coup, je sais pas trop la gueule qu'il va avoir. Hein? Ouais, vous le compilerez vous-même. Mais non, j'avais peur parce que c'est quand même un dépôt Git aussi, donc c'est un peu bizarre que ça l'affiche pas comme tel. Ah, tu veux dire avec. Ouais, c'est un dépôt dans un dépôt, ouais. Donc, il affiche le fichier .git. Ah, peut-être qu'il exclut automatiquement. Peut-être qu'il est malin, ouais, je sais pas. Voilà, après, je sais pas. Là, en ce moment, il y a des types qui. Enfin, c'est pas mal. Il y a pas mal de types qui font de l'app carrément avec Node.js et en HTML en fait. Donc, c'est assez délire. Donc, de l'application desktop. Ça peut se regarder. Mais non, là, je sais pas. Là, vous avez tout en main pour faire le Facebook de 2020. Je sais pas. Ça fait trouver quelques millions.
justement les externes Node.js, enfin, Node.js Axe, c'est toi qui les as développés ou c'est ou tu les utilises et c'est... En fait, moi je maintiens là ceux-là, les nodes-API, que j'ai plus ou moins pompé d'autres projets et puis aussi refait. Il y a plusieurs types qui font qui font des externes en fait. Moi, voilà, j'en ai eu marre de voir des trucs dégueulasses à droite à gauche, donc j'essaie de faire ça au propre. Et après, par exemple, pour ceux de Socket.io, c'est un autre type avec qui je contribue aussi d'ailleurs, qui fait Node.js externe. Il y en a plusieurs alors des Axe Node.js. Ouais, c'est ça. Alors parce qu'en fait, là par exemple, le mien il regroupe l'API de Node de base, donc tout ce qui est HTTP, file system et tout ça. C'est ce qui est. Mais il les réécrit complètement quoi. Ouais, C'est pas des externes quoi. si. Ah si, d'accord. Si, c'est que des externes en fait. Mais moi par exemple, je les ai séparés, etc. J'essaie de cleaner un peu des trucs. D'accord. Il y en a d'autres qui ont tout Node.js dans un seul externe. Et en plus, voilà, il y a 2-3 bibliothèques que j'utilise tout le temps pour lesquelles il y a des externes aussi. Donc Mongoose, D'accord. Jade, Mongoose, JSDOM. Ouais, voilà, des trucs. Il y a aussi l'API de Mailchimp. On peut utiliser uniquement Node API par exemple. Ou, Ah bah, je préférerais, ouais. Et pourquoi ouais, justement, là, mais pourquoi t'as mis les deux là, les deux dans le livre Parce que en fait, l'externe socket.io, j'ai pas encore eu le temps de l'adapter ok. en fait. Voilà. Ah ouais, c'est plus propre. Bah ouais, c'est beau et donc non, ça reste quand même. Alors c'est difficile, c'est toujours difficile de faire le premier pas, mais une fois que c'est fait, ça vaut quand même vachement le coup parce que c'est quand même une techno qui est quand même hyper propre, hyper assez éprouvée et puis je vous dis rien qu'avec un dino gratos chez Heroku, ouais, moi j'ai absorbé voilà, quand même pas mal de visites quoi. Donc, Par contre, je pense que j'ai du mal à concevoir. Donc, à part Heroku, si je dois installer chez l'hébergeur d'un client ouais. qui a déjà son truc, machin, qu'est-ce que doit faire que dois-je demander à l'hébergeur? Parce qu'il Là, faut lancer le programme. Ouais, c'est ça, il serveur.js. faut un dédié avec. Faut Voilà. un dédié, ouais, Ouais. c'est ça. Ça marche que pour un dédié, quoi. C'est-à-dire que oui, après moi je connais pas beaucoup les autres solutions parce que j'utilise que Heroku et en plus j'en ai eu des dédiés mais ça m'a pris la tête aussi. Donc le cloud pour ça c'est quand même pas mal. Après non, sur un dédié c'est soit vous lancez le programme à la main puis vous le redémarrez à chaque fois que vous faites un déploiement, tout ça, bon, faut avoir envie de s'amuser. Soit je pense qu'il y a quand même des programmes qui gèrent ça un peu plus ou moins. J'ai la même question en face. C'est à creuser en fait. Moi je connais pas trop. Qu'est-ce que tu utilises toi comme add-on, API, que ce soit avec Node.js, par donner son base de données et un service de template? J'ai fait je fais pas mal de Twitter, Facebook, Mailchimp, Mandrill. Dans le NPM de Mailchimp, il y a aussi Mandrill. Donc c'est pour envoyer des mails et tout ça, faire des mailings, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus D'accord, donc si Redis tu peux aussi, plugger un peu n'importe quelle API. Ah ouais, il y a tout. Et puis en plus, l'écosystème Node.js, il est vraiment, il y a tout, il y a presque trop en fait. Parce que rien que pour, par exemple, il y a un truc qui est plutôt assez compliqué à faire, c'est de synchroniser les sessions entre Express et Socket.io en fait. Parce que comme c'est deux canaux différents, tout ça, bon, synchroniser les sessions c'est un peu compliqué. Et il y a au moins 3 ou 4 projets sur NPM qui font ça en fait et qui le font plus ou moins bien. Donc il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on prend parce qu'il y a des trucs qui tiennent pas trop leurs promesses, mais Est-ce que justement, tu peux montrer un peu de session
C'est un équivalent PHP Session. Ah oui, oui, bah alors, ouais. Ah bah ça, on peut le faire, ouais. Bah alors, en plus, c'est hyper simple, en fait. C'est que... donc, avec Express, vous avez un truc qui s'appelle Connect, qui est un peu plus bas niveau, en fait. Qui est une collection de ce qu'ils appellent middleware pour Express. C'est-à-dire de petits plugins comme ça qui font bah, de la session, par exemple. Donc bah, la session, on peut l'importer, c'est dans JS npm connect session. On va même faire using plutôt qu'import. Tu peux obligé de faire un import d'abord? Je crois que l'un fait l'autre. Donc il me semble. Et puis là, mon app, je vais lui dire qu'elle utilise session. Ouais, alors là, il y a des trucs. Mais bon, en gros, session, je crois que ça prend pas beaucoup de param. Session. Ouais. Je crois qu'il n'y a que Secret qui est obligatoire en fait. Parce que c'est des sessions qui sont cryptées en fait. Enfin, l'identifiant notamment est crypté. Alors en plus de session, il faut que l'app elle utilise aussi un truc qui s'appelle cookie parser, qui est au même endroit. Je sais pas si je mets le même secret. Donc voilà, bah, avec ces deux lignes là, je vais importer ça. Là. Avec ces deux lignes, normalement, vous êtes tranquille. Vous avez des sessions. Et le using, il est utilisé pour que bah, la session, je puisse la récupérer directement dans ma requête. Donc là, du coup, dans ma requête... Ah, pourquoi il me dit ça? Ça compile pas, ça. Si ça compile. Bon, je sais pas pourquoi il me... Bon, bref. Donc voilà, une fois que j'ai configuré mon app là juste au-dessus là, avec hop là, avec ces deux trucs. Donc Toto, c'est ton ID cookie, c'est ça? Ouais, non, c'est une clé en fait. Et après c'est crypté avec. Alors je me rappelle plus trop pourquoi ils doivent être différents. Je sais même pas si session il a des paramètres obligatoires. Ça c'est pareil, il faut regarder la doc. Mais bon, en gros, voilà, on installe un truc qui va parser les cookies parce que par défaut il le fait pas, il s'en fout en fait. Quand tu lis les cookies, tu as une string machin. Donc là il va la parser. Et il va la déchiffrer aussi. Et donc, tu as le truc de session. Et du coup, après, dans ta requête en entrée, et ben, tu as une méthode qui s'appelle session et qui récupère un objet avec où tu peux mettre des trucs dedans. Bah, là, on va le faire. Hein, on va faire si session test égale nul, session test égale 0, session test plus. Donc là, je vais itérer sur test à chaque fois pour tester, pour voir. Je vais le passer à mon template pour qu'il affiche. Donc, je vais passer session. Voilà. Puis dans mon index, je vais mettre...
Ouais. Dans mon template, je vais rajouter juste le texte test qui m'affiche la variable. C'est encore un programme hyper utile, hein. Je crois qu'on a fait ensemble. J'espère que ça marche du premier coup. Et donc, oui, le souci, c'est de partager la connexion entre Express et Socket.io. Il ne le gère pas tout seul en fait. Donc au niveau de Socket.io, à la connexion, il faut récupérer le cookie, le déchiffrer aussi, et puis récupérer la session. Mais bon, vous regarderez ça sur internet, vous vous instruirez. c'est très intéressant. Et non, par contre, alors voilà, la session de base, elle se stocke en mémoire. Évidemment, quand tu es en prod, tu veux pas. Donc, il y a aussi des modules, des stores en fait pour les sessions. En fait, par exemple, là, on pourrait facilement stocker nos sessions dans notre base MongoDB. En fait. Généralement, c'est ce qu'on fait. Et Connect Mongo, c'est fait pour ça. Donc, il y a un externe. Il y a un externe sur mon GitHub. Pas celui-là, l'autre. Connect Mongo. Voilà. C'est tout simple. Alors ça y est, il est arrivé. Ouais, il est arrivé. Et là, alors voilà, normalement, si tout va bien, voilà, à chaque fois que je vais recharger, ça va itérer le truc. Voilà. C'est génial. C'est comme balade. Ah, il est bien ce tape. On va la monétiser. Ouais, c'est clair. Je vois un bon business model. Voilà. Autre chose peut-être, ouais. La petite question, moi je suis en train d'essayer de développer malheureusement en Node.js une app qui se connecte à une API. Les types de requêtes que tu fais pour te connecter à une API directement, c'est du XML HTTP request ou... Généralement, il y a quand même des libs qui sont. Ouais, mais c'est une API pas standard, c'est une API développée par un pote. HTTP, ouais. Ah ouais, HTTP. Ok. Honnêtement, je l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit être du get avec un callback et puis basta. Ouais, parce que moi j'essaie de faire un HTTP request à la con, il me fait un throw enable to create XML HTTP request object. Non, mais c'est pas XML HTTP request, je pense pas. Ça doit être dans l'API de Node de base. Ça doit être dans. Je sais même pas, moi. Attends, tu me poses une colle. Ah bah ouais, moi je te colle. Comment tu fais pour faire un get? Peut-être dans le net. Alors là. Sinon il y a un URL, voilà, c'est ça. HTTP request. Ah non, il y a HTTPS GET, donc j'imagine qu'il y a HTTP GET aussi, en fait. Ah voilà. Aussi con que ça. Ok, d'accord. Ok. Passionnant. C'est tout quoi. À vous de jouer.
J'ai une erreur JAD qui est assez c'est indicable dans grave. l'indentation. Ça, tu peux mixer C'est espaces et les Canotry tables. Property. Donc l'erreur est là. Ouais, alors Non, apparemment, un truc je undefined. pense que message. Ton truc message, il doit être vide. Ça. Ouais. Je sais pas ce message-là. Ah non, c'est log. Tu peux voir ton space. C'est ça. Ah oui. Peut-être que ça serait faire dans log, donc ce serait donc chaque log story. C'est le renvoi. Remarque que j'ai. Attends, il n'y a pas une erreur sinon. On log. Non mais t'as un message au pluriel qui a l'air d'être nul, je sais pas pourquoi, normalement c'est pas possible. Et normalement s'il t'a sorti une erreur, ça marchait la connexion à la base de données et tout. Je sais pas, que j'ai testé. Ouais, j'imagine que non, Voilà. Attends, ça a dû t'écraser le truc avec la. Ah oui, c'est ça. Une gouache. Ah bah oui. Merci. De rien. Pour tester. Je dis merci après. C'est bizarre qu'il sorte pas l'erreur par contre dans le log. Et tu me disais aussi pour faire du untype direct, c'est Ouais. c'est jouable de le faire en Node.js. C'est-à-dire Tu mets des bouts de code Node.js dans ton code. Bah pas trop, bah là l'exemple que tu avais la dernière fois, c'était Ouais. pas. Parce que ouais, carrément. Et dans d'autres cas d'utilisation, Bah attends, j'ai même pas testé en fait, mais. Parce que. L'idée c'est ça en fait. ouais, ça. Ou pour tu sais, même une séquence de Node.js pur. Quoi. Bah ouais, mais non, le Node.js pur, c'est rare parce qu'en fait, là on fait des packages, des classes et tout ça, donc généralement ça change quand même un tout petit peu. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que ça sort si je fais ça
Ah si, oui, ça doit marcher. Hein. Il a été sorti quoi? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Et ouais, alors, si un truc qui pourrait ressembler plus, c'est de faire un truc quand même du genre. Ça marche, non? Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ça c'est pas mal parce que du coup c'est vachement plus concis. Ouais, ouais. Puis tu restes, ouais, d'accord. Et ça ressemble vraiment à du Node.js natif, quoi. Ouais, peut-être pas non plus. Bah voilà, lisez de la doc, faites des trucs. Faites des trucs, piquez-moi mon métier. En question, justement, c'est sur GitHub aussi que... Ouais, moi je suis où là, le truc par défaut de GitHub? Ouais, je suis, ouais. Sur Twitter. Ouais, aussi. Tout sur Twitter, d'accord. Sauf que je fais rien de la journée, donc en fait, dès qu'on m'écrit, je réponds, quoi. C'est bien ce que je vois. Putain, j'ai un ami. Ah non, merde, c'est un mec qui me demande un truc. Ah oui, justement. C'était pour combien de bières tu lui payes après la bière? Ah non, mais ça. Non. J'arrête de boire. Arrête de rire, hein, merde. Moi aussi, je me suis dit ça hier. On s'en fout. Est-ce que tu pourrais montrer rapidement comment tu fais les externes? Si jamais on a besoin d'une photo. Ah oui. Ouais. Je vais leur montrer ça, ouais, c'est pas mal. Bah ouais. Si on fait des externes. Bah ouais, ça serait sympa. Donc, ouais. Donc là, toutes les belles choses que je vous ai montrées, ouais, effectivement, c'est-à-dire que faut toujours écrire quand même ces genres de trucs, et puis toutes les API, effectivement, il faut écrire des classes externes pour pouvoir les utiliser d'une façon typée en Axe. Donc effectivement, si vous voulez contribuer à ce projet, alors de toute façon, il y a toujours des trucs un peu à faire à la main en fait. Voilà, alors voilà comment ça se présente. Alors je vais prendre mon goose, bref, celui-là il est un peu crade. Voilà. Alors un externe, c'est ça. C'est donc une classe externe avec dedans des méthodes mais vides qui reprennent en fait les signatures de ce qu'on trouve dans la doc de Connect ou autre. Donc un objet Connect en fait il n'a pas beaucoup de méthodes, donc c'est assez simple. C'est assez simple. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors en fait voilà, là où les externes que je développe en fait ils ont toujours ce genre de truc en fait qui sert à justement pour les dépendances en fait. C'est-à-dire que là je dis au compiler que si j'utilise cette classe là il me faudra ce module npm là avec la version étoile. Alors j'ai pas encore mis les versions, ça serait bien de le mettre. Tu peux mettre, parce que je le fais jamais dans les externes, tu peux en mettre plusieurs des impléments. Oui, tu peux en mettre plusieurs. Tu as de dépendance. Ouais. Mais souvent les interfaces dans les externes, c'est pas hyper utile. Bah oui, parce que une externe, c'est un peu une interface. C'est ça. C'est ça, et donc. Je comprends. Ouais. Enfin, là c'est juste. Après, il y a une macro qui passe derrière. En fait, souvent, on utilise des interfaces pour rajouter des macros sur des classes. Parce qu'effectivement, on peut en rajouter plusieurs. Donc, ça fait pas un héritage qui pète tout. Et du coup, c'est commode en fait. Parce que là, cette classe npm require, cette interface, elle est vide en fait. Elle a qu'un.
Et là qu'un truc c'est un autobuild en fait. Voilà. Donc pour connect ça va être require par exemple. C'est-à-dire que quand je fais un new connect en axe, ça va se traduire en new require connect en JS. Parfois, il y a quand même beaucoup de bibliothèques enfin, de modules NPM qui définissent plusieurs classes, du genre Mongoose par exemple, où il y a toutes ces classes qui sont accessibles. Donc dans ce cas-là, il y a une autre syntaxe qui est require namespace. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un require Mongoose et il va prendre connexion dedans. Voilà. Idem pour tout ce qui est dans Connect, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, les sessions. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut changer le nom aussi. Souvent, par exemple, il n'y a pas de distinction entre les minuscules, les majuscules et tout ça en Node.js. Enfin, c'est rare. Donc, nous, comme on a besoin que ça s'appelle session avec une majuscule, on peut lui dire que derrière, en Node.js, ça s'appelle session avec une minuscule, avec native. Et puis voilà, non, après les externes, non, c'est un art qui s'apprend sur le tas, quoi. Non, après, il y a toujours un peu des petits tricks, un peu comme ça, en fait. Par exemple, ça, c'est une fonction inline. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Pour les sessions, par exemple, en Connect, c'est pratique de faire un using parce que tous les middleware Connect, donc les sessions, les cookies, etc., ils rajoutent des propriétés dans la requête, en fait. Et ça, en Axe, c'est compliqué à typer. Donc en fait, on peut le typer en utilisant using. Using, ça va rajouter en fait la méthode session à requête, qui est juste une requête. Vous me suivez ou c'est assez commode en fait, parce que j'ai pas trop. Moi, using, j'utilisais pour étendre en fait. Ouais, c'est ça. Pour étendre une classe que je peux pas étendre. Ouais. Exactement. Et en gros, c'est ce que font la plupart des middleware Connect. C'est-à-dire qu'ils étendent une requête en fait. C'est-à-dire que dans notre programme là, notre requête qui est une requête express simple, elle n'a pas de propriété session en fait. Mais quand j'ajoute le middleware session, il va y avoir une propriété session qui va être ajoutée. Donc pour typer ça, moi j'ai trouvé ça commode d'utiliser using en fait en disant using déjà ça fait un import. Donc après il n'y a plus qu'à accrocher la session à Express et le compiler comprend que il y a cette méthode qui a été rajoutée à requête en fait via le using OK. Et alors pareil c'est un trick un peu crade mais parce qu'en fait, du coup, ça fait une méthode plutôt qu'une propriété, donc c'est un peu dommage, mais que voulez-vous Inline, enfin là c'est vraiment du Axe. Inline, c'est que justement, ça va être remplacé direct, en fait. C'est-à-dire que cette méthode, elle n'a vraiment pas d'existence du tout. À la compilation, le compiler, il va remplacer les appels à session par ça directement. Donc, si bien que... Ça compte même pas comme on appelle de fonction. Voilà, c'est ça. Quand j'écris ça ici, on pourrait croire que c'est un appel, mais en fait, dans ce qui est compilé à la sortie, il n'y a rien, quoi, en fait. Voilà. C'est vraiment la session. Voilà. Ok. Un autre problème que je vous avais dit qu'il y avait la dernière fois, mais qui est résolu, c'est que on ne pouvait pas extend des trucs, des classes qui étaient externes avec Node.js. Maintenant on peut. Donc si ça vous chante, vous pouvez faire des extends de classes JS. En fait. Voilà. Du coup c'est un peu verbeux là, mais c'est marrant. C'est voilà, autre chose. Non ouais ça m'aiderait bien si vous faisiez des externes. En fait moi j'essaie de le faire dès que
bah, dès que j'ai besoin de nouveaux trucs. Le Mais- cœur, là, il est fini, c'est plutôt les. Bah, même le cœur, il n'est pas tout à fait fini parce qu'il y a pas mal de subtilités. Par exemple, bah, dans Node, rien que pour lire un fichier, en fait, si vous lisez la doc, en fait, euh, la méthode pour lire un fichier, elle a l'air con comme ça, mais en fait, elle est compliquée dans le sens où, selon, euh, selon l'encodage, selon si on passe un encodage ou pas, c'est-à-dire que, alors là c'est un parti pris que j'ai eu, mais la méthode pour lire un fichier, elle renvoie parfois un buffer, parfois une string en fait. Ce qui est un peu. Mais parce que en fait, si on passe dans les options, vous pouvez passer un encodage, genre UTF-8 et tout ça, auquel cas il va vous renvoyer une string directe. Alors que si vous lui passez rien, bah, il ne saura pas, donc il va vous renvoyer un buffer où vous pouvez lire du binaire éventuellement, tout ça. Donc, c'est un peu costaud, il y a des subtilités comme ça qui sont un peu bizarres et qu'on découvre malheureusement à l'utilisation. C'est-à-dire que voilà, ça plante misérablement. Bah, corriger ça, c'est pas mal aussi. Moi, plus j'ai d'utilisateurs, plus je suis content. Quoi. Alors vous allez souffrir avec moi, hein, bien sûr, mais. La metadata overload, c'est quoi? Ah bah ça c'est le futur, c'est que quand on fait des signatures, en fait, surtout en JavaScript, souvent il y a plusieurs signatures possibles en fait. Et donc pour cette même méthode par exemple, il va y avoir cette signature là ou cette signature là. Voilà. Donc on peut le overloader tant qu'on veut. Après pareil, alors ça c'est à l'usage. Là, on est obligé de le faire en fait, mais à l'usage, c'est souvent un peu compliqué parce que du coup, les messages d'erreur sont un petit peu subtils en fait. Quand tu mets pas les bons types dans les trucs, il va te dire machin, il faudrait que ça soit ci, ça. Mais ça sert à ça, overload. Ça sert juste à avoir plusieurs signatures pour la même méthode. Overload va forcément avec la précédente, c'est ça? Avec la suivante plutôt en fait, parce Avec que la suivante. c'est une metadata, donc elle est attachée au truc d'après en fait. Ah ouais, non, les externes, c'est la joie. Ah oui, à chaque fois, maintenant, tu as deux overloads pour une statique. Donc les deux overloads sont. Ils sont attachés, ces deux-là à celui-là. Les... Bah, il manque un saut de ligne, mais. Ça veut dire qu'il y a trois possibilités. C'est ça, exactement. D'accord. Et souvent, par exemple, en JavaScript aussi, il y a un truc, c'est que il y a parfois des arguments optionnels qui sont au milieu. Donc souvent, le compiler, il comprend pas trop, machin, etc. Et souvent, il passe nul. Et quand il passe nul en JavaScript, ça pète tout, parce qu'en fait, souvent en JavaScript, il compte le nombre d'arguments. Il regarde pas si tel et tel truc est nul. Enfin, tu vois, c'est... donc ça sert à ça aussi, c'est que en fait, les arguments optionnels en Flash, c'est pareil, parfois ils passent nul en fait, au lieu de passer rien. Ouais. Tu vois. Donc du coup, faire des externes JS, souvent il y a beaucoup d'overload. Voilà. Donc globalement, si on trouve une librairie Node.js qui nous intéresse, ouais. On doit créer une classe Axe, faire une classe externe qui reprend en gros toutes les signatures de fonctions. Ouais. Et utiliser cette classe-là. Là, par exemple, ça c'est le plus simple qu'on puisse trouver, donc c'est ce que je vous disais, c'est le truc qui permet de faire en sorte que les sessions connect, elles soient stockées dans MongoDB. Donc là, c'est la librairie Connect Mongo. Ouais, c'est la classe la plus con du monde. Parce que, ah ouais, alors ceci dit, celle-là, elle est un peu... Attends, il y en a des encore plus cons. Voilà, celle-là par exemple, JSDOM, je sais pas si vous utilisez déjà. C'est un truc qui permet de faire, d'avoir un DOM, comme si c'était du JavaScript navigateur, mais côté serveur en fait. Donc on prend un document, on le parse, et puis après on a document, body, tout ça. Et puis on peut faire des events et des trucs comme ça. Donc c'est assez utile. Et en fait c'est facile, hein, cet externe il a qu'une fonction statique. Effectivement, l'idée c'est que généralement tu crées ta classe externe.
Ça, c'est pratique quand même pour après les dépendances et tout le bordel. Puis après, ouais, tu mets, tu lis la doc ou tu regardes le code et tu dis, ah bah tiens, il y a une statique qui s'appelle env qui prend ça, ça, ça. Ouais, il y a les statiques parce que les statiques dans la librairie. Ouais, C'est ça. Pas tu respectes les privés, le public. Bah alors, c'est quand même le rare. privé, tu t'en fous. Ouais, c'est rare qu'il y ait du privé. Parfois, il y a des mecs qui documentent ça dans leur JavaScript. Par exemple, dans Mongoose, il y a pas mal de méthodes qui sont censées être appelées que depuis, mais c'est plus une convention, quoi. Et non, il y a un petit trick aussi, c'est callback. Alors, callback, c'est pas mal parce que c'est typé comme ces fonctions qui ont comme premier argument une erreur éventuelle et comme deuxième argument autre chose. Et cette autre chose, c'est ça. Donc ça va plus vite à écrire que la syntaxe avec les flèches et tout le bordel qui est chiant. Donc callback, c'est un tag def, il me semble. Oui, 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 c'est ça. Plus ou moins, oui, c'est ça. Si c'est ça. Oui, c'est ça. Après, il y a plein de tricks. Il y a plein de tricks très chelous. Là, le trick le plus chelou, c'est pour faire les regexp aussi. Parce que, évidemment, les regexp en Axe, c'est pas du tout des regexp JS. C'est un objet avec une regexp dedans. Donc, quand on fait du express comme ça, là, non, comme ça. Bon, je prends n'importe lequel comme ça, mais pour les routes, donc si je veux rajouter une autre page, par exemple, ça va être la home. Je vais rajouter une autre page. Là, en JavaScript natif, en fait, on peut faire directement une. C'est où tilde sur. Tilde, Ouais. Tilde, c'est tout à droite, à côté de ta touche entrée. Oh là là. Ah non, tilde, non, pardon, c'est Alt, Shift, N. Mais bien sûr. Comment j'y ai pas pensé avant? En plus, non, ça marche pas. Ah, c'est Alt N, voilà. Et pour le pipe, c'est quoi? Alt, Shift, N. Bien joué. Attends, mais c'est le Nino. Ah, voilà. Bref, si je veux faire une regexp du genre Toto slash quelque chose, C'est clair. ou Toto tirer quelque chose, Mal, et oh, je vous dérange? non, un peu, ouais, tu peux en parler plus fort, s'il te plaît. Donc là, voilà, je rajoute une route sur mon app à la con. Une route avec une regexp. Bah là, on pourrait se dire, ça a marché du premier coup, mais en fait, en Axe, ça marche pas. Donc, j'ai dû faire une classe abstraite qui prend des regexp et qui les convertit enfin, des ereg Axe et qui le convertit en regexp JS native. Ça, c'est joie des externes, quoi. Donc, faire gaffe avec les regexp, en fait. Voilà. Et donc, callback, ouais, c'est ça. Alors, je crois que ça marche pas hyper bien quand c'est un callback avec juste une erreur et pas d'autres arguments. Parce que si on passe void, c'est callback void. Ça fait un truc qui marche pas, en fait. Je sais pas si c'est au niveau du compiler où il pourrait arranger ça ou si c'est moi qui... C'est vrai que ça n'a pas trop de sens, en fait. Mais ouais, contribuer tant que vous voulez, ouais, ce serait sympa. Si, pour finir quand même, parce que c'est sympa. Moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup en fait autour tout ça en fait. C'est Grunt, ça s'appelle. Parce qu'en fait, à l'usage, vous allez voir que c'est quand même très très chiant de compiler son truc, redémarrer son serveur, enfin surtout en local, parce que vous voulez tester en local, vous voulez pas faire un push à chaque fois que vous modifiez un truc. Donc vous allez tester en local et assez vite vous allez vous rendre compte que c'est quand même chiant parce que là, alors voilà, j'arrive, je fais machin, bin, machin,
et là je lance mon serveur. Alors là je modifie un truc, je recompile, je coupe mon serveur, je redémarre mon serveur. Bref, vous voulez pas faire ça, vous voulez faire ça en fait. C'est un espèce de système façon un peu Makefile en fait, mais qui est très orienté web et qui est très orienté Node.js. Et en gros, voilà, en une commande, vous avez un serveur qui tourne et qui va regarder si votre fichier serveur.js il change, auquel cas il va le redémarrer. Ça fait encore plus que ça parce que pour ceux qui font un peu de CSS et qui utilisent SCSS, ça fait pareil avec les fichiers SCSS, c'est-à-dire que dès que vous les modifiez, hop, ils sont recompilés, machin, ça peut même recharger la page, mais bon, ça c'est un peu gadget. Et puis ça a des possibilités pour déployer en prod qui sont vachement intéressantes, du genre voilà, minifier tous vos trucs, vos CSS, vos JS, minifier vos JPEG, vos trucs. C'est un truc auquel il faut s'intéresser. Et il y a un type qui a développé une tâche pour compiler du Axe, donc voilà, que demande le peuple. Donc ça veut dire que voilà, vous tapez une commande, vous avez tous vos trucs Axe qui sont compilés, compressés, mis dans un dossier qui est prêt à déployer en prod. C'est quand même vachement bien. Peut-être on regardera ça à un autre atelier, je ne sais pas. Et Axe, c'est un plugin alors comme Pardon. Le fait que ça marche avec Axe, c'est un plugin comme un autre? Ouais, c'est ça en fait. Pour vous montrer un peu plus, Grunt, ça utilise des fichiers blablabla. Des fichiers de build qui ressemblent à ça en fait. En gros, qui définissent des tâches. Donc là, par exemple, ça va utiliser Uglify, donc qui est un truc pour compresser le JavaScript et les CSS. Là, c'est tout simple, ça va juste uglifier un fichier en ajoutant ce truc-là en en-tête, je pense. Ça va aller dans source machin et ça va sortir dans build machin.min.js. Et en fait, voilà, il vous fait aussi bien des trucs comme ça pour livrer en prod que, par exemple, je vous dis, démarrer un serveur avec votre truc. Je sais pas s'il y a dans les exemples, je pense pas. Mais les tâches de base, c'est vraiment démarrer un serveur et attendre que votre fichier change pour recharger le serveur, etc. C'est quand même hyper puissant. Après, moi, honnêtement, je l'utilise pas trop pour compiler du Axe parce que souvent, je le fais à la main depuis Sublime Text parce que c'est le futur. Mais sinon, ça pourrait le faire tout seul aussi. Il y a des types qui pensent d'ailleurs, qui trouvent que c'est une idée intéressante que de regarder tout le temps si vos fichiers HX ils changent et s'ils changent de tout recompiler. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça. Je pense que c'est mauvais pour l'environnement. Parce que vous voulez pas compiler tout le temps dès que vous enregistrez, c'est pas possible. Donc je laisse ça de côté, mais non, pour... En fait, Grunt, ça fait partie d'une collection d'outils qui s'appelle Yo. Enfin, en gros, c'est ça. Ouais, non, qui s'appelle Yeoman, en vérité. Ah oui, Yeoman. Où vous avez un truc qui s'appelle Yo qui vous crée votre app en fait, des squelettes, etc. C'est du templating en fait, donc ça crée des squelettes d'app avec les dossiers, des fichiers vides, etc. Ce qui est quand même vachement utile parce que, surtout en Axe, en fait, on se retrouve toujours à créer un build.html, un machin, dossier SRC, dossier truc, un machin. Le Grunt pour lancer votre petit serveur local pour tester tout ça. Voilà, pour preview your app. On n'y voit rien là. Oui, ça lance aussi les tests unitaires tout seul, c'est génial. Et Bower, alors ça c'est un peu plus autre chose. C'est pour gérer, c'est un peu comme NPM mais pour du JavaScript côté client en fait. C'est-à-dire que ça va installer des composants en fait que vous pouvez après connecter sur votre front. C'est plus un truc d'intégrateur. On va arriver au bout. Hein.
Non, bah merci de m'avoir écouté, ma foi, et puis j'espère que l'année prochaine je verrai vos apps, voilà, concurrencer Facebook et tout ça, ça me ferait plaisir. L'année prochaine Bah, j'espère, bah ouais, ce week-end, ça serait bien. À Caton. Bon, moi je t'applaudis, Clément. Bah, Au revoir.